L'hélicoptère a disparu derrière la crête au moment précis où mes doigts ont glissé sur le sol. Pendant une seconde, je suis resté allongé là, la joue pressé contre le sol salin brûlant, écoutant le bruit des rotors qui s'éloignaient. Je voulais hurler. Je voulais agiter les bras. Je voulais que quelqu'un, n'importe qui, me voie. Mais ma gorge était si sèche que chaque respiration me donnait l'impression d'avaler du verre pilé. Je me souviens d'une seule pensée. Léa va croire que je l'ai abandonnée. Cette idée me faisait plus mal que la chaleur. Le désert s'étendait à l'infini dans toutes les directions. L'air scintillait au-dessus de la terre craquelée, transformant les montagnes lointaines en ombres vacillantes. Ma peau était couverte d'ampoules. Mes lèvres s'étaient fendues il y a des heures. Mes pieds nus étaient tailladés par la roche volcanique. Quelqu'un m'avait pris mes chaussures, mon téléphone, mon sac à main, mon portefeuille, et même mon alliance. Ils ne m'avaient pas simplement laissé là. Ils avaient effacé toute preuve de mon existence. Je me suis forcé à m'appuyer sur mes coudes et à traîner mon corps de quelques mètres supplémentaires. Chaque mouvement déclenchait une douleur atroce dans mes épaules, mais m'arrêter signifiait mourir. Je ne me battais plus pour moi. Je me battais pour ma fille de 7 ans. Léa dormait encore avec le petit renard en peluche que son père lui avait gagné à la fête foraine avant que le cancer ne l'emporte, 4 ans plus tôt. Chaque soir, elle murmurait la même phrase avant de s'endormir: « Bonne nuit, papa. » Dis à maman de rentrer en sécurité. Je lui avais promis que je le ferais toujours. Il n'était pas question que je brise cette promesse. Le vent du désert a soufflé des grains de sable sur mon visage. Et un autre souvenir a percuté mon esprit. 3 jours plus tôt, ma mère se tenait dans ma cuisine, souriante, comme si rien n'avait jamais été brisé entre nous. Tu travaillais trop, Rowan. Personne ne m'avait appelé Rowan avec autant de tendresse depuis des années. Papa s'appuyait contre le plan de travail, tenant une carte routière pliée. On s'est dit qu'on ferait un dernier voyage en famille avant la fin de l'été. J'ai ri. Un voyage en famille. Maman a acquiescé. Juste nous 3, comme au bon vieux temps. Quelque chose me semblait étrange. Il ne m'avait invité nulle part depuis près de 6 ans. Pas après la mort de mon mari. Pas après que j'ai refusé de les laisser gérer mes finances. Pas après que j'ai refusé de faire emménager Léa chez eux. Pourtant, une partie de moi voulait croire que les choses pouvaient changer. Je voulais que Léa connaisse ses grands-parents. Cet espoir a failli me coûter la vie. Je me souviens avoir posé une question simple: « Et pour Léa ?» Maman a répondu si vite que je n'ai pas douté une seconde. « Laisse-la avec ta sœur. » Marine supplie pour avoir un week-end entre filles. Marine, ma jeune sœur. Léa l'adorait. Elle lui tressait les cheveux, lui lisait des histoires le soir. L'emmenait manger des glaces après l'école. C'était la dernière personne au monde que j'aurais imaginé me trahir. Le souvenir a basculé. Nous traversions la vallée de la mort. Papa insistait pour prendre une route panoramique qui n'était pas marquée sur la carte touristique. Maman m'a tendu une gourde en inox. Tu n'as presque rien bu. J'ai souri. Merci. L'eau avait un goût plus sucré que d'habitude. J'ai froncé les sourcils. Tu as mis de la poudre d'électrolyte dedans? Maman a souri sans croiser mon regard. Quelque chose comme ça. 20 minutes plus tard, mes doigts étaient engourdis. La route devant la fenêtre se tordait dans des directions impossibles. J'ai essayé de demander à papa d'arrêter le SUV. Au lieu de cela, ma tête est devenue trop lourde pour être tenue. La dernière chose que j'ai entendue avant que tout ne devienne noir n'était pas de l'inquiétude. C'était des rires. Des rires étouffés.
Papa a murmuré, elle est partie. Maman a répondu, enfin. Puis une autre voix est sortie du kit main libre du SUV, Marine, j'ai déjà récupéré Léa. Maman a souri. Bien. Papa a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, dès demain, elle croira qu'elle a toujours appartenu à vous. Même à travers la drogue, la panique a inondé mon corps. J'ai essayé d'ouvrir les yeux. Rien ne bougeait. Je pouvais les sentir me soulever, me traîner. Mon dos raclait contre les rochers. Quelqu'un a glissé mon alliance hors de mon doigt. Quelqu'un a fouillé mes poches. Puis la voix de ma mère a flotté au-dessus de moi. Et si elle se réveille? Papa a répondu sans hésiter, elle ne se réveillera pas. Le souvenir s'est brisé alors qu'une nouvelle vague de vertige m'a frappé. J'ai cligné des yeux face au soleil. Quelque chose de blanc a attiré mon attention à 30 mètres. Au début, j'ai cru à un mirage. Puis j'ai réalisé que cela ne bougeait pas. J'ai rampé vers l'objet. Chaque centimètre me semblait impossible. Quand je l'ai enfin atteint, mon estomac s'est noué. Ce n'était pas un déchet. C'était le coin d'une brochure touristique. Le papier avait été coincé sous une pierre. Quelqu'un l'avait laissé là intentionnellement. Sur le devant, il y avait un message manuscrit. 4 mots seulement, mauvais chemin. Pas d'eau. Mon pouce est accéléré. Quelqu'un d'autre était passé par là. Pas il y a des années. Récemment. J'ai regardé autour de moi. À moitié enterré sous le sable, il y avait un autre objet. Une basket rose d'enfant. Minuscule, pas plus grande que celle de Léa. Je l'ai ramassée avec des mains tremblantes. Il n'y avait pas d'enfant, pas de sac à dos, pas d'empreinte, seulement la chaussure. Ma respiration est devenue saccadée. Combien de personnes avaient disparu ici? Un moteur a soudain résonné. Dans la vallée. J'ai levé les yeux. Un camion de maintenance blanc rebondissait sur une ancienne route de service à près de 800 mètres. J'ai agité mes deux bras. Rien. Le camion continuait d'avancer. Non. J'ai essayé de crier. Seul deux. L'air est sorti de mes lèvres gercées. Le camion a continué vers l'horizon. J'ai senti l'espoir m'échapper. Puis ses feux stop ont clignoté. Il s'est arrêté. Lentement, il a commencé à faire marche arrière. La porte conducteur s'est ouverte avant même que le camion ne soit totalement à l'arrêt. Un garde forestier a bondi et a sprinté vers moi. Il s'est effondré près de moi si vite que la poussière a explosé autour de nous. Mon Dieu! Il a attrapé sa radio. J'ai une survivante. Survivante. Pas victime. Survivante. Comme s'il avait déjà prononcé ces mots auparavant. Il a versé de l'eau sur un tissu et l'a délicatement pressé contre mes lèvres. Doucement. J'ai attrapé son poignet. Avec le peu de force qu'il me restait. Ma fille. On va vous aider. Ils l'ont prise. Il a froncé les sourcils. Oh, mes parents. Son expression a changé instantanément. Pas de la confusion, mais de la reconnaissance. Il a regardé le désert vide derrière moi, puis a plongé ses yeux dans les miens. Doucement, presque pour lui-même, il a dit, je savais que ce n'était pas un autre accident de randonnée. Avant que je puisse demander ce qu'il voulait dire, l'obscurité m'a de nouveau englouti. La fois suivante où j'ai ouvert les yeux, l'air frais avait remplacé la chaleur du désert. J'étais allongé dans un lit d'hôpital avec des moniteurs qui biperaient à côté de moi. Une femme portant le badge de la gendarmerie se tenait silencieusement près de la fenêtre. Elle a attendu que je sois totalement réveillé avant de s'approcher. Je m'appelle le capitaine Evelyn Cross. J'ai hoché la tête faiblement.
Elle ne m'a pas demandé comment je me sentais. Elle ne m'a pas demandé ce qui s'était passé. Au lieu de cela, elle a posé un dossier épais sur la couverture. Je veux que vous prépariez avant de regarder à l'intérieur. D'une main tremblante, je l'ai ouvert. La première page n'était pas un rapport médical. Ce n'était pas un avis de recherche. C'était mon avis de décès. En dessous, une photographie prise à peine 12 heures plus tôt. Mes parents se tenaient devant une petite église, faisant semblant de pleurer. À côté d'eux se tenait ma sœur. Elle tenait la main de Léa. Ma fille regardait droit dans une caméra de télévision et murmurait, en larmes, « Ma maman me manque. » Puis elle a enlacé ma sœur et a dit tout bas, « Je ne veux pas perdre une autre maman. » Le capitaine Cross a doucement fermé le dossier. Sa voix était calme, mais chaque mot frappait comme un marteau. Ils n'ont pas seulement dit à votre fille que vous étiez morte. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Ils ont déjà commencé à lui apprendre à vous oublier. Pendant près d'une minute entière, je n'ai pas pu détacher mon regard de la photographie. Le sourire de Léa avait disparu. Ses épaules étaient affaissées, et l'étincelle qui avait toujours habité ses yeux s'était éteinte. Elle se tenait à côté de ma jeune sœur, Marine, agrippée à la manche de son pull. Comme si lâcher prise faisait disparaître le monde entier. J'ai tendu la main vers la photo d'un doigt tremblant. Quand cette photo a-t-elle été prise? Evelyn Cross a jeté un coup d'œil à ses notes. Hier après-midi. Mon cœur s'est arrêté. Hier? Elle a hoché la tête. Environ 4 heures après. Qu'un garde vous a trouvé. Le calendrier ne concordait pas. J'ai regardé à nouveau l'avis de décès sous la photo. Ils n'avaient pas attendu la confirmation de mon décès. Ils avaient déjà décidé que je ne devais jamais revenir. Une infirmière est entrée discrètement dans la chambre avec une nouvelle poche de perfusion. Elle a souri doucement avant de vérifier mon pouls. Vous avez été inconsciente près de 20 heures. 20 heures. En moins d'une journée, mes parents m'avaient enterré sans corps. J'ai fermé les yeux. Non. Le capitaine s'est penché en avant. Il y a autre chose que vous devez savoir. J'appréhendais déjà la réponse. Quand les enquêteurs sont arrivés chez vous ce matin. Chez moi. Elle a hoché la tête lentement. J'ai froncé les sourcils. Que voulez-vous dire par vide? Il n'y avait plus de meubles, plus de vêtements, plus de photos, plus d'effets personnels. Mon estomac s'est noué. C'est impossible. Ils avaient déjà engagé des déménageurs. Je l'ai fixé. Ils ont vidé ma maison. Elle n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, elle m'a tendu une autre photo. Un camion de déménagement stationné devant chez moi. Des ouvriers transportaient des cartons par la porte d'entrée tandis que mon père, dans l'allée, donnait des instructions. Ma mère souriait pendant que les voisins la réconfortaient. Pour tous ceux qui regardaient, ils ressemblaient à des parents endeuillés gérant la succession de leur fille disparue. Ils n'étaient pas en deuil. Ils effaçaient toute trace de mon existence. Puis j'ai remarqué quelque chose en arrière-plan. Léa. Elle était assise sur le perron, tenant son renard en peluche, regardant des inconnus emporter notre vie. Je ne pouvais plus respirer. Mes journaux intimes. Le capitaine semblait confuse. Quoi? Mes journaux étaient dans ma chambre. Elle a froncé les sourcils. Étaient-ils importants? J'ai ri amèrement. Ils étaient tout. Après la mort d'Owen, j'avais écrit des lettres à Léa chaque nuit. Des lettres qu'elle devait lire à ses 18 ans. Des histoires sur son père, sur notre famille. Sur ma fierté pour elle. Il y avait plus de 1000 pages manuscrites. Maintenant, elles avaient disparu.
Le capitaine a écrit quelque chose dans son carnet. Nous les ajouterons à l'inventaire des biens. J'ai secoué la tête lentement. Ils n'y seront pas. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que ma mère détestait ces journaux. Des années plus tôt, elle en avait trouvé un ouvert sur la table de la cuisine. Elle n'en avait lu qu'une page avant de le claquer. Tu passes trop de temps à vivre dans le passé. Je me souvenais l'avoir repris. Non, je passe du temps à m'assurer que Léa sache qui était vraiment son père. Le visage de ma mère s'était durci. Les enfants n'ont pas besoin que des morts leur remplissent la tête. À l'époque, j'avais pensé qu'elle était simplement insensible. Maintenant, je réalisais qu'elle voulait effacer ses souvenirs bien avant ce voyage. La chambre d'hôpital est tombée dans le silence. Finalement, j'ai posé la question que j'évitais. Léa a-t-elle demandé après moi? Le capitaine Cross a baissé les yeux. Oui. L'espoir a scintillé en moi. Que lui ont-ils dit? Le capitaine a hésité, puis a répondu doucement, que vous l'aimiez énormément. Elle a fait une pause. Mais que vous êtes morte en essayant de sauver quelqu'un d'autre. Je l'ai fixé. En essayant de sauver quelqu'un d'autre? Ce n'était même pas crédible. Qui? Ils ne l'ont pas précisé. Le mensonge avait été soigneusement conçu. Pas d'abandon, pas de disparition, une mort héroïque. Une histoire à laquelle une enfant de 7 ans pouvait se raccrocher. Une histoire qui l'empêcherait de poser trop de questions. Les larmes ont brouillé ma vision. Ils réécrivent ma vie. Le capitaine a hoché la tête. Je pense qu'il préparait cela depuis un bon moment. Avant que je puisse répondre, on a frappé à la porte. Un homme d'une 50aine d'années est entré, en costume gris foncé. Il portait une mallette en cuir et s'est présenté. Je m'appelle Nathan Hollowell. Il m'a tendu une carte de visite. Je représente le cabinet juridique de la famille Ashcraftoft. Je n'ai jamais engagé d'avocat. Vraiment? Il a posé plusieurs dossiers sur la table de chevet. Je représente la succession de votre défunt mari. Mon pouls s'est accéléré. La succession d'Owen? Il a hoché la tête. J'essaie de vous joindre depuis hier matin. Pourquoi? Il a ouvert un dossier et en a sorti une lettre recommandée. Cela concerne un trust créé peu avant le décès de votre mari. J'ai froncé les sourcils. Owen n'a jamais mentionné de trust. Il n'y était pas autorisé. Quoi? Nathan a croisé les mains. Votre mari a été diagnostiqué 6 semaines seulement avant sa disparition. J'ai hoché la tête. Je sais. Durant ces 6 semaines, il a discrètement transféré plusieurs actifs familiaux dans un trust protégé. Je l'ai regardé, perdu. Pourquoi ferait-il ça? Nathan a croisé mon regard. Parce qu'il croyait que quelqu'un dans votre famille finirait par essayer de prendre Léa. Tous les sons de la pièce ont disparu. Qu'avez-vous dit? Il n'a jamais expliqué pourquoi. Nathan a fouillé dans sa mallette, mais il a laissé une lettre scellée avec des instructions très précises. Mon rythme cardiaque s'est emballé. Quelle instruction? Que la lettre ne soit ouverte que si vous Léa étiez déclaré légalement décédé avant votre mort naturelle. Un frisson a parcouru tout mon corps. Owen avait prédit cela il y a des années. Comment? Nathan a soigneusement sorti une enveloppe crème. Sur le devant, écrit de l'écriture incomparable d'Owen, il y avait 6 mots, pour Rowan, si le pire arrive. Mes doigts tremblaient alors que je la saisissais. Avant que je puisse ouvrir l'enveloppe, le téléphone du capitaine Cross a sonné. Elle a répondu immédiatement. Cross. Son expression a changé en quelques secondes.
Quoi? Elle s'est tournée vers moi. Répétez. Silence. Puis elle a lentement baissé le téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Ai-je demandé. Elle m'a regardé. Droit dans les yeux. L'académie vient de confirmer. Elle a fait une pause. Votre sœur a déposé un dossier ce matin demandant que le nom de famille de Léa soit légalement changé. J'ai senti toute ma force quitter mon corps. Changé. En quoi? Le capitaine a dégluti. Marine Caldwell. Pas Ashcraftoft. Même. Pas mon nom de famille. Ma sœur n'essayait pas seulement de devenir la tutrice de Léa. Elle essayait d'effacer chaque parcelle de la petite fille qui m'appartenait. Je ne pouvais pas me résoudre à ouvrir la lettre d'Owen. Pas encore. Mes mains tremblaient trop. Pendant 4 ans, j'avais cru avoir entendu chaque dernier mot laissé par mon mari. J'avais repassé notre dernière conversation tant de fois que je pouvais réciter chaque phrase par cœur. Maintenant, une enveloppe scellée reposait sur mes genoux, contenant des mots qu'il avait écrits pour un futur qu'il craignait, d'une manière ou d'une autre, pouvoir devenir réalité. Le capitaine Cross s'est levé discrètement et a fermé la porte de la chambre. Je pense que vous devriez la lire. J'ai hoché la tête très prudemment. J'ai rompu le sceau. À l'intérieur se trouvait une seule page manuscrite. Rowan, si tu lis ceci, c'est que quelque chose est arrivé que je priais pour ne jamais voir se produire. Je ne sais pas ce que c'est, mais si quelqu'un a convaincu le monde que tu es parti avant ton heure, ne te fie pas aux apparences. Le danger n'a jamais été à l'extérieur de notre famille. Il a toujours été à l'intérieur de la tienne. Mon rythme cardiaque s'est emballé. Ton père m'a posé des questions étranges durant mon traitement. Des questions sur mon assurance, l'avenir de Léa, et ce qui se passerait si tu étais marié. Au début, j'ai cru qu'il était inquiet. Puis j'ai réalisé qu'il ne demandait pas. En tant que père, il collectait des informations. J'ai arrêté de lire. La chambre était devenue incroyablement silencieuse. Le capitaine Cross surveillait mon visage attentivement. Qu'est-ce qu'il y a? Il savait. Qui? Owen. J'ai continué à lire. 3 semaines avant ma mort, j'ai installé des caméras dans toute la maison sans le dire à personne, sauf à mon avocat. Si tu lis ceci, demande les archives à Nathan. Si mes craintes étaient infondées, tu n'en auras jamais besoin. Si elles étaient vraies, ces enregistrements pourraient te dire quand tout a réellement commencé. J'ai levé les yeux vers Nathan. Vous les avez. Il a hoché la tête. Je les ai protégés pendant 4 ans. Pourquoi ne pas m'avoir rien dit? Parce que votre mari m'avait ordonné de ne rien dire à moins que les conditions de sa lettre ne soient réunies. Il a posé un petit disque dur crypté sur la table de chevet. Il contient chaque enregistrement. Un sentiment de froid m'a envahi. Si mes parents ont planifié cela. J'ai regardé le disque. Alors, cela n'a pas commencé dans la vallée de la mort. Le capitaine Cross a hoché la tête. Lentement. Je pense la même chose. Nathan a connecté le disque à son ordinateur portable. Les premiers enregistrements montraient la vie ordinaire. Des dîners d'anniversaire, des soirées films. Léa poursuivant des bulles dans le jardin. Pendant plusieurs minutes, rien ne semblait inhabituel. Puis, un enregistrement vieux de près de 3 ans est apparu. Je me suis souvenu de ce jour immédiatement. C'était le 6e anniversaire de Léa. Owen était déjà décédé. Je travaillais en heures supplémentaires cet après-midi-là. La caméra du salon montrait maman et papa arrivant tôt pour aider à décorer. Léa montait à l'étage avec des ballons. Puis, mes parents ont cru être seuls. Papa a regardé autour de la pièce avant de parler.
Ça prendra plus de temps que je ne l'espérais. Maman a soupiré. Elle est têtue. Papa a souri. On finira par la voir à l'usure. Maman a baissé la voix. Penses-tu toujours que la petite fille vaut tous ses ennuis? Papa n'a pas hésité. Tout dépend de l'enfant. J'ai fixé l'écran. Tout dépend de l'enfant, pas moi, Léa. L'enregistrement continuait. Maman a posé la question qui m'a glacé le sang, et si Rowan refuse? Papa a répondu si calmement que cela semblait répéter. Alors nous supprimerons Rowan de l'équation. Nathan a mis la vidéo sur pause. Personne ne parlait. Le capitaine Cross a finalement rompu le silence. Il y a 3 ans. J'ai hoché la tête lentement. Ce n'était pas une décision soudaine. Non. Elle a regardé l'image figée de mon père. Il construisait cela depuis des années. Nathan a ouvert un autre enregistrement. Celui-ci datait de 6 mois. Seulement. Je me suis vu partir pour une autre garde de nuit. 20 minutes. Plus tard, mes parents entraient dans la maison avec le double des clés que j'avais cachées sous un pot de fleurs. Papa est allé directement dans mon bureau. Maman l'a suivi. Il ne cherchait pas au hasard. Il savait exactement ce qu'il voulait. Papa a retiré un dossier de mon armoire. Il l'a ouvert. Avant même de voir l'étiquette, je savais ce que c'était. Les documents du trust de Léa. Le trust qu'Owen avait créé. Papa feuilletait les pages tandis que maman se tenait à côté de lui. Puis papa a souri. Donc c'est pour ça. Maman a froncé les sourcils. Pourquoi? Quoi? C'est pour ça qu'il a protégé l'enfant. Il a tapé sur les papiers. Si Léa atteint 8 ans alors que Rowan est encore sa tutrice légale. Sa voix s'est éteinte. Maman a attrapé le dossier. Ses yeux se sont agrandis. Oh. Papa a hoché la tête lentement. Maintenant tu comprends. Nathan a arrêté l'enregistrement. Je l'ai regardé. Que se passe-t-il quand Léa aura 8 ans? Il a pris une profonde inspiration. Le grand-père de votre mari a créé un trust de conservation familiale il y a des décennies. Je n'en ai jamais entendu parler. Très peu de gens le connaissaient. Il a ouvert un autre dossier. Quand Léa aura 8 ans. Il m'a regardé droit dans les yeux. Le contrôle de ce trust est transféré de manière permanente à son tuteur légal jusqu'à sa majorité. Mon estomac s'est contracté. Combien y a-t-il dedans? Nathan est resté silencieux un moment. Puis il a répondu, un peu moins de 43 millions d'euros. Le chiffre n'a même pas été enregistré au début. 43 millions? J'ai enfin compris. Mes parents n'avaient pas essayé de me tuer parce qu'ils me détestaient. La haine ne suffisait pas à expliquer cela. Ils voulaient Léa et ils avaient besoin que je disparaisse avant son 8e anniversaire. Tout s'est soudainement mis en place. Le faux avis de décès, les faux documents, la tutelle précipitée. L'histoire qu'ils avaient racontée à Léa, même le voyage dans la vallée de la mort. Chaque pièce appartenait au même plan. Le téléphone du capitaine Cross a vibré à nouveau. Elle a répondu immédiatement. Cross. Elle a écouté pendant près d'1 minute sans dire un mot. Quand elle a finalement raccroché, son visage avait complètement changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ai-je demandé. Elle m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Mes adjoints ont fouillé la maison de vos parents ce matin. Ont-ils trouvé Léa? Non. Mon cœur s'est effondré. Alors quoi? Ils ont trouvé votre SUV? J'ai attendu. Il a été nettoyé par des professionnels. Alors, elle a lentement sorti une photo de son dossier.
Le laboratoire de police scientifique a utilisé un réactif chimique. J'ai étudié l'image. Des taches bleu pâle couvraient la zone de chargement arrière. Que suis-je en train de regarder, a répondu doucement le capitaine. Votre sang. J'ai senti la chambre tourner. Elle a continué, il y avait bien plus de sang que ce à quoi on s'attendrait en traînant une personne inconsciente. Je l'ai regardé avec incrédulité. Qu'est-ce que vous dites? Elle a pris une lente inspiration. Nous ne croyons plus que leur plan initial était de vous laisser dans le désert. Mon pouls battait dans mes oreilles. Quel était leur plan initial? Sa voix a chuté presque jusqu'au murmure. Nous croyons qu'ils pensaient que vous étiez déjà morte. Avant d'avoir atteint la vallée de la mort. Pendant plusieurs secondes, personne dans la pièce n'a parlé. Je continuais à fixer la photo de la scène de crime tandis que les mots du capitaine Cross résonnaient dans ma tête. Il pensait que j'étais déjà morte. Pas inconsciente, morte. J'ai lentement levé les yeux. Alors pourquoi étais-je en vie? Le capitaine a croisé les mains. Parce que celui qui vous a drogué a fait une erreur. Nathan a froncé les sourcils. Quelle erreur? Le dosage. Elle a ouvert un autre dossier de preuve et a fait glisser un rapport de laboratoire sur le lit. Les résultats toxicologiques montrent une combinaison de 2 sédatifs. Sur ordonnance. Je ne reconnaissais aucun des 2 noms. La quantité dans votre sang aurait dû arrêter votre respiration. Un frisson m'a parcouru, mais ce n'a pas été le cas. Non. Le capitaine a tapé sur une autre ligne. Notre toxicologue judiciaire pense que vous avez vomi en étant inconsciente. Je me suis souvenu m'être réveillé avec du sang séché autour de la bouche. La brûlure dans ma gorge, le goût de bile. Mon corps avait rejeté une partie de la drogue avant qu'elle ne soit totalement absorbée. Cela avait sauvé ma vie. J'ai fermé les yeux. Si cela n'était pas arrivé, Léa aurait grandi en pensant que j'avais choisi de l'abandonner pour toujours. Nathan a doucement fermé le dossier. Ils n'ont jamais prévu que vous vous réveilliez. Le capitaine a hoché la tête, ce qui explique pourquoi ils ont tout précipité, le faux avis de décès, la cérémonie, les papiers de tutelle, les dossiers scolaires. Ils ne réagissaient pas à votre disparition. Ils faisaient la course contre la possibilité que vous puissiez survivre. Juste à ce moment-là, un autre adjoint a frappé à la porte. Il est entré avec une petite boîte à preuves. Nous avons trouvé ceci caché derrière une fausse cloison dans le garage d'Howard Caldwell. Le capitaine Cross a ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait mon sac à main. J'ai immédiatement reconnu le cuir délavé. Mes mains ont commencé à trembler. Mon sac. Tout était encore à l'intérieur. Mon permis de conduire. Mon passeport, mon portefeuille. Même le minuscule coquillage que Léa avait glissé dans la poche latérale après notre dernier voyage à la plage. Une seule chose manquait. Mon téléphone. L'adjoint a remis un autre objet au capitaine. Un smartphone écrasé scellé dans un sac à preuves. Le disque dur a survécu. Le capitaine Cross m'a regardé. Notre équipe de police numérique a récupéré les fichiers supprimés. Quel fichier? Elle a tourné le téléphone vers moi. Il y avait une vidéo. Elle avait été enregistrée le matin de notre départ pour la vallée de la mort. Papa était debout dans leur garage. Il ne savait pas que la caméra de mon téléphone avait commencé à enregistrer après que je l'ai accidentellement laissé sur l'établi alors que j'aidais à charger les glacières. Dans le SUV. La voix de maman provenait d'hors-champ. Es-tu sûr que ça va marcher? Papa a répondu calmement, il le faut. Et si elle survit? Il a zippé un sac de sport. Elle ne survivra pas.
Puis Marine est entrée. Dans le champ? Elle semblait nerveuse. Je ne veux pas que Léa pose des questions. Papa a posé ses 2 mains sur ses épaules. Elle ne posera pas de questions. Les enfants se souviennent. Pas s'ils entendent la même histoire. Chaque jour. Maman a souri. À Noël, elle croira que tu l'as mise au monde. Je ne pouvais plus respirer. Marine a baissé la tête. Et si Rowan revient? Papa a ri. D'où? Il a pointé la carte du désert étalée sur la table. Les gens disparaissent là-bas chaque année. L'enregistrement s'est terminé. La pièce était totalement silencieuse. Le capitaine Cross m'a regardé. Je pense que c'est suffisant pour prouver l'intention. J'ai hoché la tête lentement. Mais quelque chose me dérangeait encore. J'ai regardé vers Nathan. Le trust d'Owen. Il a compris immédiatement. Vous avez encore une question. Je me fiche de l'argent. Je sais. Je me demande pourquoi Owen croyait que cela arriverait. Nathan a ouvert une dernière enveloppe. Ce n'était pas censé être ouvert avant que chaque autre document ait été lu. Il me l'a tendu. Sur le devant, écrit de l'écriture d'Owen, il y avait « Lis ceci après avoir connu la vérité ». À l'intérieur, il y avait une page. Rowan, si tu lis ceci, c'est que j'avais raison au sujet de ton père. S'il te plaît, ne passe pas le reste de ta vie à te demander si tu as manqué des signes avant-coureurs. Ce n'est pas le cas. Certaines personnes deviennent si consumées par la cupidité qu'elles cessent de voir la famille comme des êtres humains. Elles commencent à les voir comme des opportunités. Promets-moi une chose. Si tu survis à ce qui est arrivé, ne laisse pas Léa grandir en croyant que l'amour doit être mérité par la souffrance. Apprends-lui que la vraie famille te protège. Elle ne te demande jamais de disparaître pour que quelqu'un d'autre soit heureux. Au moment où j'ai atteint la dernière phrase, je pleurais. Non pas parce qu'Owen avait eu raison, mais parce qu'il avait passé ces dernières semaines à essayer de nous protéger après son départ. 3 mois plus tard, Léa est rentrée à la maison. La procédure juridique n'a pas été rapide. Mais les preuves étaient accablantes. Les faux documents, l'enregistrement téléphonique récupéré, le rapport toxicologique, les dossiers numériques et la chronologie racontaient une histoire cohérente. Mon identité légale a été rétablie. Les faux documents de décès ont été retirés et la tutelle d'urgence a été annulée. La première nuit, Léa a dormi de nouveau dans sa propre chambre. Elle s'est réveillée juste après. Minuit et est entrée silencieusement dans la mienne. Elle a grimpé sur le lit. Sans dire un mot. J'ai enroulé mes bras autour d'elle. Pendant longtemps, aucune de nous n'a parlé. Finalement, elle a murmuré, « J'ai cru que tu avais arrêté de m'aimer. » Mon cœur s'est brisé une fois de plus. J'ai embrassé le sommet de sa tête. J'ai traversé un désert pour revenir vers toi. Elle a levé les yeux. Vraiment? J'en traverserai 1000 autres. Elle a posé sa tête contre mon épaule. Je savais que tu n'étais pas parti. Comment? Elle a souri à travers ses larmes. Parce que chaque soir, je demandais à papa de te ramener à la maison. 1 an plus tard, nous nous tenions ensemble au bord de l'océan Pacifique, regardant le coucher de soleil. Léa a glissé sa main dans la mienne. Maman? Oui. Si les gens demandent qui est ma famille. J'ai souri. Que leur diras-tu? Elle a regardé les vagues avant de répondre. Je leur dirai que ma famille, c'est la personne qui est revenue pour moi. J'ai pressé sa main doucement. Après tout ce qui avait été volé, ces mots comptaient plus que n'importe quel héritage, n'importe quel trust ou n'importe quelle fortune. C'était le moment où j'ai enfin compris quelque chose que mes
parents n'ont jamais saisi. Ils croyaient pouvoir effacer une mère en falsifiant des papiers, en racontant des mensonges et en la laissant mourir dans le désert. Ils avaient tort. L'amour d'une mère survit au désert. Il survit à la trahison. Et quand une enfant sait que cet amour est réel, aucun mensonge n'est assez puissant pour le remplacer.